Bonjour à tous, bienvenue à cette édition très spéciale du Club dirigeant AICO. Et pour cette première exécutive conversation, j'ai le plaisir, j'ai le privilège d'accueillir Véronique Veil. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être avec vous. Bonjour Véronique. Véronique, vous êtes une figure emblématique. Aujourd'hui, vous êtes présidente de CNP Assurance, vous siégez dans plusieurs conseils d'administration. Notre sujet aujourd'hui, c'est la parité des instances dirigeantes et plus globalement la diversité. On parlera donc de fait aussi des trajectoires professionnelles, des carrières, et nous nous interrogerons de façon multiple. Qui sont les femmes dirigeantes aujourd'hui dans le CAC 40, au CAC 40 ou dans les grands groupes du SBF 120? Ont-elles toutes le même profil? Sont-elles toutes des femmes issues des quotas? En ce qui concerne le cadre législatif, la loi Copé-Zimmermann d'une part, la loi Rixin, comment ce cadre offre-t-il de nouvelles perspectives aux générations montantes? Comment la nomination plus récente de Christelle Heidemann, de Estelle Brachlianoff, et de Catherine McGregor peuvent aussi susciter de nouvelles vocations, de nouvelles ambitions? En termes de carrière, c'est quoi là? Est-ce qu'il y a une voie royale? Comment atteindre des postes à haute responsabilité, comment s'y préparer? C'est sans doute un point aussi extrêmement important. Et puis, une fois qu'on y est, comment réussir, bien entendu, et faire réussir l'entreprise et ses équipes? Et quelles erreurs éviter? Plein de sujets qui nous interpellent. Et c'est vrai qu'au travers, si on a monté cette exécutive conversation avec Véronique, c'était parce que vous et aussi parce que nous. Alors, vous, on va y arriver dans quelques instants, compte tenu de votre barrière et de votre pardon, très fort. Et nous, parce que finalement, au quotidien, au travers des activités que je dirige, par exemple, d'accompagnement des mobilités, des transitions professionnelles, des stratégies de carrière, je suis interpellée par des hommes et des femmes qui se posent la question de l'étape d'après. Comment réussir? Est-ce que je peux y aller? Comment je peux m'engager et comment je peux avoir plus d'impact et peut-être autrement, ailleurs? Je disais pourquoi nous et pourquoi vous, Véronique, lors de notre première rencontre. J'étais vraiment frappée et touchée d'ailleurs, à la fois par votre parcours professionnel et votre parcours de vie. Et je crois qu'on ne peut pas dissocier les deux, vous allez nous en dire plus. Et frappée encore une fois aussi par la force de votre engagement, sa force et sa générosité. Merci encore une fois d'être là. Cet engagement de femmes comme vous et d'hommes et de femmes plus largement est absolument essentiel pour continuer à progresser. Nous sommes en chemin. On peut rappeler quelques chiffres. Aujourd'hui, au niveau des groupes du CAC 40, que vous connaissez bien, Véronique, 46% aujourd'hui des postes, des mandats occupés par des femmes. Donc la France est très bonne élève. Et on revient de loin. En ce qui concerne les COMEX, les résultats sont peut-être un peu plus pâles, encore que. Donc aujourd'hui, en 2023, 26% des postes de COMEX sont occupés par des femmes. Il faut rappeler qu'en 2013, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années, on n'était qu'à 8%. Donc voilà. Pour les esprits chagrins, on peut dire qu'il y a encore à faire, mais néanmoins, on a quand même très fortement progressé. Alors, on peut encore s'interroger sur le pourquoi on doit faire des choses, quelles sont peut-être les résistances, mais aussi le pourquoi en deux mots, dans quel objectif, quels sont les défis de notre société aujourd'hui, au sens économique, au sens social, au sens mondial, puisque toutes les nations ont le même défi, ont le même enjeu, et comment la diversité, comment la féminisation, mais la diversité plus largement, peut permettre de répondre à ces défis. Et puis, je sais que ça vous interpelle aussi. L'idée, c'est peut-être de porter un regard, une vision systémique sur le monde qui nous entoure, c'est-à-dire non seulement nos sociétés, leurs dirigeants, les entreprises, le monde de l'éducation. Je crois que le sujet peut être large, mais également les acteurs, car nous sommes, je pense, au-delà de votre engagement et de figures emblématiques comme vous, nous sommes tous acteurs. Acteurs passifs, peut-être, comment on passe à l'action, peut-être résistants, hein, dans le sens
un homme du terme, ou des femmes elles-mêmes, et on peut le poser aussi sur la table, qui elles-mêmes peut-être se posent des barrières. On parle du plafond de verre, mais peut-être que nous, en tant que femmes, on ne se facilite pas toujours la vie. Mais avant cela, parlons de vous, Véronique. 2-3 mots sur votre parcours et vous allez en dire beaucoup. J'ai envie de vous poser plein de questions. La première, c'est quand vous sortez de Sciences Po, évidemment, vous avez un plan de carrière devant vous, défini. Je vais être très honnête avec vous, je n'en avais aucun. Je ne savais même pas ce que j'allais faire en sortant de Sciences Po, donc je pense que s'il y a un fil conducteur, pour moi, ce sont les rencontres. Et donc, j'avais 2 amis qui faisaient partie de mon groupe de travail qui m'ont dit: «On va chez Arthur Andersen, tu devrais poser ta candidature». Et je me souviens toujours le premier entretien que j'ai eu, les 2 partenaires qui m'ont interviewé m'ont dit: «Mais pourquoi est-ce que vous voulez faire de la comptabilité?» et cetera. Je ne savais pas très bien, mais ce que je savais, c'est que j'allais être confrontée à des environnements différents. Et si j'ai une chose à retenir, c'est ce qui pour moi, ce qui est très important, c'est travailler avec des gens différents, être dans des secteurs différents, bouger à l'intérieur d'une entreprise ou à l'extérieur, mais ne pas rester tout le temps dans son couloir parce que je pense qu'on a besoin d'apprendre en permanence. Et on apprend des gens, on apprend des environnements, on apprend des secteurs d'activité. Donc, souvent, des gens se disent ah, mais je vais prendre un mentor ou je vais prendre un sponsor, puis je vais rester bien aligné avec lui est très différente. Les gens vont, les gens s'en vont. Donc, je pense qu'il faut toujours tenir sur ses 2 jambes et être à l'aise dans ce confort, parce que c'est comme ça qu'on devient un peu ne pas avoir peur de choisir d'autres opportunités. Et c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai aussi eu beaucoup de chance. C'est-à-dire qu'on m'a proposé de partir à Londres, de partir à New York. Quand je suis entrée chez AXA, j'ai coupé ma rémunération de manière tout à fait importante, mais j'avais envie de découvrir un nouveau secteur. Un nouveau secteur. L'assurance était très différent de la banque. J'ai aussi passé 3 ans chez Publicis, où c'était aussi une autre vision du client qui était certainement plus loin de la vision peut-être qu'on a quelquefois dans l'assurance. Donc, je pense que à chaque fois, je vais dire, j'ai eu le luxe de choisir mes patrons. C'est-à-dire que je me suis dit, j'ai envie de travailler pour ces personnes. Je pense que le projet de l'entreprise est intéressant. 0 plan de carrière, mais j'ai toujours dit oui à ce qu'on me proposait au sein des entreprises, sauf une fois. Et ensuite, je me suis pas rendu compte que tout ça allait être compliqué et difficile. Je me suis juste fait confiance sans le savoir. Vous êtes fait confiance et vos patrons vous ont toujours fait Oui, confiance. oui. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de partager par rapport à ça? Parce que souvent, on dit, alors je vais être encore une fois, je vais enfoncer des portes Mais ouvertes et dans les préjugés, les hommes ont plus confiance en eux. Il faut oui, savoir que, mais confiance parfois peut rimer avec oui. heu Alors, je pense que, j'ai eu 64 ans, samedi dernier, donc à l'époque, entre guillemets, ça me paraît drôle de dire ça, on se posait moins de questions. C'est-à-dire qu'on avançait. Je pense que le fait d'avoir travaillé dans une banque américaine a certainement créé chez moi une accélération. Peut-être que dans une entreprise française à cette époque-là, ça aurait été plus compliqué. Quand je suis rentrée chez AXA, j'étais et tout le temps où j'étais chez AXA, j'étais la seule femme du COMEX. Et du comité de direction, enfin du comité de direction. Donc c'est vrai que je pense que j'ai un peu été une éponge, c'est-à-dire que quand on me donnait un nouveau job, d'abord j'ai beaucoup regardé autour de moi pour apprendre. Donc j'ai pas une figure spécifique, j'ai regardé beaucoup et puis j'ai travaillé. J'ai eu la possibilité de recruter des gens dans les équipes dont j'étais responsable. J'ai toujours pensé qu'il fallait avoir des gens meilleurs que soi en dessous et que nous on était des chefs d'orchestre. J'étais confrontée à des environnements de crise où j'ai pris la pression de plein fouet, mais j'ai résisté. Donc je pense que comme je n'étais pas dans la quête du job suivant, j'étais dans la quête de bien faire ce que je sais faire, avoir des priorités. Je pense que le risque, c'est de vouloir faire trop de choses, de vouloir s'éparpiller. Et moi, surtout quand j'avais des difficultés, j'étais très transparente. Et je pense que ça crée la confiance. C'est-à-dire que je n'étais pas en train d'essayer d'être quelqu'un d'autre de la personne qui
de moi-même, premièrement, et deuxièmement, quand j'avais des difficultés ou que je sentais que les choses pouvaient basculer, j'étais très transparente et très honnête, et je pense que ça crée la confiance. C'est-à-dire que vous avez à la fois beaucoup travaillé, Oui, vous le reconnaissez, oui, et en même temps, vous êtes en conscience de vous-même, de vos propres limites, et oui, vous l'avez exprimé à ce oui, moment-là? oui. C'est-à-dire que quand les choses étaient trop difficiles, je me souviens, je venais de rentrer chez Morgan et j'étais assistante du patron des opérations, et à ce moment-là, il y avait ça devait être 80 marché boursier explosait. On avait beaucoup d'investisseurs non résidents, les Goldman, les Morgan Stanley, etc., qui achetaient le marché français. On n'avait pas de système, on n'avait pas de personnel, les gens ne parlaient pas anglais. La montagne était quand même assez rude. Et donc, à chaque étape, j'ai effectivement fait part des difficultés. Ça a été la même chose chez Morgan quand je suis partie à Londres et à New York. L'environnement était quand même assez difficile parce qu'on a fait une fusion avec Chase. Donc là, il y a des querelles de pouvoir et des quêtes de pouvoir. Et moi, j'ai très vite dit, quand j'ai vu l'environnement, je me suis dit, je vais peut-être pas y arriver. Donc, je suis allée voir mon patron, je lui ai dit, si tu dois choisir quelqu'un d'autre, dis-le-moi, parce que moi, j'ai une carte verte, une fille, donc il faudra que je reparte avec ma valise et ma fille sous le bras. Je pense qu'il faut être... Alors, j'ai sans doute eu la chance d'avoir des patrons qui étaient réceptifs. Donc, je ne dis pas que mon profil de carrière ou mes expériences ont été peut-être que j'étais privilégiée parce que j'ai eu des hommes en face de moi qui ont su écouter. Mais je pense que vous ne créez pas la confiance si vous n'êtes pas vous-même et si vous n'êtes pas transparente. Vous allez sans doute tomber sur quelquefois des patrons qui ne seront pas réceptifs. À ce moment-là, il faut penser à aller faire autre chose dans une autre division ou dans une autre entreprise. Il faut vraiment que ça colle avec vos responsables hiérarchiques, j'allais dire. Vous dites créer la confiance pour, du coup, quoi, en transparence, ça veut dire aussi qu'avant cela, vous avez confiance en vous, Véronique? Je pense que Vous j'ai n'avez jamais douté? non. Je pense que j'ai jamais douté. J'ai douté quand j'ai été dans des situations difficiles. Enfin, pas douté, mais quand j'ai été confrontée à des environnements peut-être plus hostiles. Donc là, vous doutez parce que vous dites, j'ai eu un parcours, donc j'ai quand même une certaine crédibilité. Aujourd'hui, ça colle pas, ou ça colle plus, ou ça colle différemment. Vous pouvez douter à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je dis que c'est très important la relation qu'on a, parce que si on est avec quelqu'un qui ne vous fait pas confiance, il y a zéro chance de succès. Mmh. Et là, je suis vraiment très, très claire là-dessus. Je pense que si vous n'êtes pas dans un environnement, je ne vais pas dire bienveillant, mais positif, on vous donne des responsabilités, vous les prenez, vous pouvez faire part de vos doutes. Je pense qu'aujourd'hui, le monde est tellement complexe qu'on ne sait pas tout. Donc, continuez à apprendre, montrer des vulnérabilités, partager ses doutes et aller chercher aller chercher les inputs, aller chercher les feedbacks est très important. Je me souviens que j'ai eu un de mes patrons chez AXA qui me disait: «Mais je comprends pas, tu n'as pas la réponse». Et je disais: «Non, mais je te pose la question pour avoir ton opinion. Maintenant, tu sais, oui, j'ai la réponse, donc voilà ce que je vais faire». Et donc, c'est vrai que c'est pas toujours facile d'avoir ce type de relation, mais je pense que si on est dans un environnement hostile, il faut pas y rester parce que là, on doute et ensuite, ça devient négatif. C'est la spirale à la baisse et vos équipes voient que vous doutez. Voilà, et que vous êtes en fragilité. Si on revient sur votre parcours, vous avez, alors vous avez évoqué la nécessité peut-être de travailler sa propre diversité en Oui, termes de secteur et en oui, termes de oui, métier. Après, quand on regarde rapidement votre parcours, vous avez passé 20 ans en banque d'affaires, vous oui, avez occupé des fonctions financières. oui. Donc la question qu'on peut se poser quand on n'est pas, cette ligne de nage, là, c'est est-ce qu'il y a des perspectives, d'évolution néanmoins quand on n'est pas passé par la filière finance? Oui, parce que moi, j'étais en fin de compte dans une filière finance, mais j'étais aussi responsable de la technologie, responsable des opérations. Donc, autrefois, on disait le back-office avec beaucoup de mépris. Moi, ça m'intéressait parce que c'était en création. Et justement, puisqu'il n'y avait personne, il y avait de la place. Je pense qu'il y a des jobs de vente, il y a des jobs de marketing, il y a des jobs de banquier. Alors, moi, je suis désespérée parce qu'il n'y a pas assez de femmes ingénieures. Donc, s'il y a des femmes ingénieures autour de la table ou devant leur écran, il faut vraiment que vous soyez des rôles modèles parce que je pense qu'il y a des opportunités. Je ne sais pas s'il faudra mettre des quotas dans les écoles d'ingénieurs. Je sais que les hommes, ils sont opposés. Les directeurs d'école, ils sont opposés. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie pénurie de femmes ingénieures. Je le vois chez Valeo.
je le vois dans l'automobile, je le vois même dans tout ce qui est technologie et data. Je pense que là, il y a tout un secteur en développement. Donc, si vous avez la possibilité d'incarner ces secteurs-là, c'est vraiment très important. Moi, je pense que vente, marketing, finance, RH, euh, aujourd'hui, tout est possible. Et je pense qu'il y a tellement de pénuries dans tout ce qui est data, euh, technologie, ingénieur, que s'il y a des opportunités, il faut les saisir. Parce que les entreprises cherchent ces femmes avec des profils comme ça. Parce que on a vu ce qui s'est passé sur les conseils d'administration, on va le voir, et vous l'avez mentionné avec la loi Rixin, dans les entreprises très industrielles, ça va être compliqué d'arriver à 50-50. Ça, c'était sur votre parcours. Je crois que vous avez dit aussi dans une autre interview que le fil rouge dans votre carrière, c'est les Oui, hommes et les femmes, oui, les équipes. oui. Alors, moi, quand j'ai quitté Arthur Andersen et que je suis rentrée chez JP Morgan, je parlais de l'expérience que j'ai eue dans le custody où il y avait tout un service à monter. Moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est la personne pour laquelle je travaille, les personnes autour, parce que bien évidemment, c'est pas uniquement sa ligne hiérarchique, c'est ce qu'on appelle en anglais les stakeholders, donc les parties prenantes autour, vos collègues dans les comités de direction. Donc, moi, tout de suite, j'ai envie de créer des liens parce que je pense que c'est comme ça. On n'arrive jamais seul, en fait. On arrive en présentant ses projets, en créant l'adhésion. On m'a reproché quelquefois de passer trop de temps à ce qu'on appelle syndiquer. Mais moi, je trouvais qu'il fallait créer l'adhésion, écouter. Il faut écouter, prendre en compte. Donc ça, c'est au niveau, j'allais dire, ce qu'on appelle aujourd'hui la transversalité. Et puis, je pense que la seule chose pour moi qui me fait vraiment, qui est un fil rouge, c'est développer des gens. Recruter, développer, promouvoir, récompenser. Et ça, c'est formidable parce que c'est ce que vous laissez à terme. Personne ne se souviendra de qui j'étais, où je suis et qu'est-ce que j'ai fait, ce que j'ai fait. Mais par contre, si on peut laisser derrière soi des hommes, d'ailleurs, et des femmes à qui on a donné leur chance, qu'on a promu, c'est formidable. Et je pense qu'il y a aujourd'hui, quand on parle de sens, les gens ont besoin de donner du sens à leur vie. Peut-être que moi, sans le savoir, le fait de développer des gens autour de moi et de promouvoir, c'est ça qui a fait le sens de mon parcours, en fait. À une époque où on était peut-être dans un mode managérial et de leadership beaucoup plus hiérarchique qu'on est obligé de l'être aujourd'hui si on en croit toute la littérature et toutes les conversations. À propos de votre leadership, vous avez aussi évoqué que ça fait partie du leadership, je vous cite, hein, d'accepter qu'on ne puisse pas tout faire. Absolument. Et ça, j'ai un seul conseil, c'est très, très important parce que, et souvent, je dis, je peux pas tout faire, donc je vais faire du séquentiel. Donc, il faut définir ses priorités, s'assurer que c'est les bonnes priorités de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans sa bulle et dire, je vais faire 1, 3, 5, je ne vais pas faire 2, 4, je fais 2, 4 après. Tu es d'accord avec ça? Tu n'es pas d'accord? Et avancer. On ne peut pas tout faire. Et moi, je le vois aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un portefeuille formidable. Mais quand vous faites du CNP, du Kering, du Valeo, du Rothschild et un petit peu de Gustave Roussy aussi, qui est aussi important pour moi, vous ne pouvez pas être partout à la fois. Donc je pense qu'il est important de définir les priorités. Il faut savoir dire non. Il faut savoir dire je ne vais pas faire ça, je ne le ferai pas maintenant, je le ferai plus tard. Est-ce que tu es d'accord? Ça, c'est très important. Et de communiquer aux équipes. Il faut toujours savoir être clair sur sa vision. Moi, je pense qu'il faut la stratégie, la vision, c'est important. Mais pour moi, je pense que ce qui est encore plus important, c'est l'exécution. Et les Américains, on dit toujours execution eats strategy for breakfast. Donc, c'est plus facile de définir une vision et une stratégie. Et je sais que je vais certainement avoir beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Exécuter, c'est très important. Et quand vous êtes dans l'exécution, vous ne pouvez pas tout faire. Il faut choisir ses combats. Vous ne pouvez pas tout gagner. J'ai appris ça aussi au fil des années. C'est-à-dire que moi, j'avais envie de tout gagner, de gagner tous les arbitrages, être certain que tout ce que j'allais gagner chaque bataille. Ce n'est pas le cas. Bon, il faut accepter de perdre de temps en temps. On ne peut pas tout réussir. Il faut être en paix avec ça aussi. Mais la clarté, la transparence sur ses priorités et sur les choses qu'on fait et celles qu'on ne fait pas est importante vis-à-vis de vos pairs, est importante vis-à-vis de votre hiérarchie
et aussi très importante vis-à-vis de vos équipes. Il faut leur inculquer ça aussi, parce que souvent, on parle beaucoup de burn-out ou de choses comme ça, ou de gens qui lâchent parce qu'ils n'y arrivent pas, c'est parce ils ont voulu faire trop de choses. Et en bout de course, eux ont perdu et l'entreprise a perdu aussi. Accepter de ne pas tout faire, accepter de perdre certaines batailles. Je suis sûre que vos propos enlèvent un peu de pression que certaines ou certains se sont mis rien que ce matin en démarrant leur journée. Merci pour ce petit cadeau que vous nous faites. On reviendra peut-être sur les points clés de votre parcours et les conseils que vous pouvez donner pour d'autres carrières. Si on revient un peu sur le cadre législatif, la loi Rixain et votre regard sur comment la situation a évolué. Donc aujourd'hui, il y a une féminisation, il y a une progression de la féminisation des instances dirigeantes, je le rappelais en introduction, que ce soit dans les conseils d'administration ou dans les COMEX, avec une progression un peu différente. On n'est pas à la parité entre les instances, bon, il n'y a pas de parité entre les instances fonctionnelles, les rôles fonctionnels, pardon, et les rôles opérationnels. Qu'est-ce qui, d'après vous, vous qui êtes avant l'heure ou au moment de l'heure, peut-être vous avez pris un engagement important à ce niveau-là. Vous avez été élu dans les conseils d'administration, vous avez rejoint le COMEX très tôt au niveau du groupe AXA. Que convient-il de faire d'après vous? Je pense qu'on n'en serait pas là au niveau des conseils si il n'y avait pas eu le cadre législatif. Donc, j'ai toujours l'habitude de dire que je suis une femme de quota. Je n'aurais pas eu mon premier conseil d'administration si je n'étais pas une femme. Bon, une fois que vous mettez le pied dans ce monde-là, on vient vous chercher plus facilement. Mais je suis totalement convaincue qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas qu'il n'y aurait pas eu de possibilité. Je n'aurais jamais intégré un conseil s'il n'y avait pas eu le cadre législatif. Au niveau du COMEX, je pense que j'ai eu la chance d'avoir Henri Decastre et Denis Duverne qui ont cru en moi. J'avais mon expérience aux États-Unis. Je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que quand vous avez passé 21 ans et que vous avez passé 8 ans à l'étranger, que vous avez géré des grandes équipes à New York, quand je suis partie, j'avais 10 000 personnes dans des secteurs qui sont quand même très... J'avais certainement une certaine crédibilité et ils ont voulu me donner ma chance à une époque où c'était pas tellement à la mode, en fait. Donc, je leur en suis très reconnaissant. Je pense que la loi va aider. Je pense il faut des déclics. Aujourd'hui, quand même, on voit de plus en plus, quand autrefois, il fallait mettre une femme sur, on disait sur la liste, et puis on se donnait bonne conscience en mettant une femme sur la liste. Maintenant, c'est bien d'avoir une femme dans les interviews et éventuellement d'avoir dans la dernière ligne droite, deux personnes, une femme, un homme. Je pense que la loi va aider. J'ai un peu plus d'espoir quand même parce qu'on le voit dans des... Moi, je l'ai vu chez Publicis, on était à parité, on regardait ce que fait Alexandre Bompard chez Carrefour. Donc, il y a quand même, bon, Thomas Bauer chez AXA, il fait rentrer des femmes dans son COMEX. Donc, je pense qu'il y a une pression importante. Donc, je pense que les choses bougent, mais en même temps, et c'est dommage qu'on ne se voit pas en vrai, je pense qu'un certain nombre d'entre vous auront certainement des exemples où les choses n'ont pas bougé. Le cadre législatif va aider. Je pense que la pression des pairs, PAI-RS, vont aussi aider. Maintenant, c'est vrai que c'est plus difficile. Il ne faut pas se leurrer, c'est encore plus difficile. Et puis, je sais qu'on va ouvrir un autre chapitre qui est que les hommes vont se sentir discriminés. Donc, il faut qu'on arrive à construire ensemble. Ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est ensemble. Et il faut donner sa chance. Il faut donner sa chance aux femmes et il faut que les femmes prennent la chance. C'est-à-dire que si jamais on vient vous voir en disant tiens, est-ce que tu ne veux pas partir à l'étranger, prendre le job du dessus, il ne faut pas se dire, si jamais on pense à vous, il ne faut surtout pas douter. Il faut prendre la perche immédiatement et puis il faut demander. C'est comme au loto, c'est-à-dire tous les gens qui ont gagné ont joué. Là, si vous ne demandez pas, il faut demander. Donc il faut demander, il faut dire que vous êtes intéressé, parce que peut-être qu'on ne pensera pas à vous, mais que si vous dites qu'éventuellement vous êtes intéressé, ce sera plus compliqué de ne pas vous mettre dans le dernier round d'interview. Il faut demander. Et c'est vrai que ce n'est pas dans la culture. Donc il faut demander, il faut dire je suis intéressé par ce job, je pense que j'en ai les capacités, je pense pas, j'en ai les capacités, je voudrais avoir ma chance. Et au moins faire partie du processus de recrutement. Alors là, on est dans l'injonction, il faut demander, il faut aller saisir sa chance. Ouais.
crois que vous faites beaucoup de coaching et de Oui, mentoring. oui. Les femmes que vous accompagnez, elles sont comme ça? Euh, Quand on leur dit quelque chose? oui, 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 oui. Je pense que la chose qui limite le plus, c'est est-ce que je suis capable, je vais pas y arriver. C'est vrai Et ça. Les oui, femmes se posent ce type des de fois, on se questions. pose la question. Et puis, alors, moi, je pense aussi qu'il faut un environnement familial positif. Parce que moi, je le vois encore récemment, promotion, puis ça crée ça crée des difficultés à la maison. Donc, c'est pas non plus utile que si votre partenaire n'a pas envie ou ne veut pas ou a d'autres aspirations, il faut que vous soyez sur la même longueur d'onde. Ça, c'est très important. Et il ne faut pas douter. Parce que de toute façon, au pire, vous l'aurez, ça ne se passera pas bien. Ça aurait pu être la même chose pour un homme de toute façon. Et puis, vous aurez tenté votre chance et il ne faut jamais avoir de regrets. Et il ne faut pas se dire que on n'est pas capable. Donc, si vous avez des compétences, il faut demander. Et puis, en même temps, il ne faut pas oublier de demander une augmentation non plus. Alors, oui, et une anecdote sur l'augmentation, vous avez vous-même, vous avez, Moi, demandé cette augmentation dans j'ai votre pas beaucoup parcours? demandé d'augmentation. C'est juste la dernière année chez JP Morgan, je savais, moi, j'étais patron des opérations au niveau de la banque d'investissement. Et j'avais un collègue qui était patron de la technologie. Je savais qu'il avait remis sa démission, qu'on l'avait récupéré. Donc, je me doutais bien qu'il y avait eu il y avait eu une augmentation sur la route, en chemin. C'est Bill Winters, qui est aujourd'hui patron de Barclays, qui était mon patron à l'époque. Non, pas patron de Barclays, pardon, patron de Standard Chartered. Et qui me dit, bon, ben, qu'est-ce que tu attends comme bonus? Et moi, on ne m'avait jamais posé la question. J'étais vraiment dans ma dernière ligne droite. Ça faisait 18 ans que j'étais chez Morgan. Donc, je n'avais jamais posé la question. Et je dis, bah, je vais être payé comme mon partenaire. Et j'ai multiplié par 3 mon bonus cette année-là. Donc, je pense que j'ai blessé pas mal d'argent sur la table à l'époque. Et c'est vrai que c'est difficile. Ce matin, j'étais avec une jeune femme qui allait passer, jeune, qui allait passer des interviews. Et je lui ai dit, tu étais à combien? Elle me dit, j'étais à X. Bah, je lui ai dit, il faut demander X plus 10. Ah non, non, mais c'est trop. Non. Le pire, c'est qu'on puisse vous dire non. Et je pense que c'est difficile quand on vous dit non, parce que vous le vivez comme quelque chose de personnel. Mais il faut tenter sa chance et croire en soi, vraiment. Et vous parliez de compétences juste, auparavant, donc si l'on admet que les femmes, n'ont pas que l'écoute et l'empathie comme, compétences, quelles sont les compétences ou je vais poser la question autrement si vous me permettez, le comité de nomination va être attentif à quoi quand il sélectionne? Je pense on considère qu'à partir d'un certain niveau, on a les compétences techniques, ce que j'appelle vous êtes dans un couloir financier, marketing, vente, digital, HR, donc vous avez la base. Ce qu'on va regarder, c'est la capacité d'écoute, la capacité de challenger de manière positive, parce qu'un conseil d'administration, c'est quand même pas la foire d'empoigne, donc, mais en même temps, il faut tenir son rôle. Donc, écouter, poser des questions. Alors, je vais utiliser un mot qui n'est pas forcément, qui est un peu mis à toutes les sauces aujourd'hui, et je pense qu'un peu de bienveillance ne nuit pas. C'est-à-dire que les gens qui sont malveillants, qui veulent briller, moi je vois quelquefois dans les conseils, au début, je disais quelque chose, puis on m'écoutait pas forcément. Et puis là, il y avait un homme autour de la table qui disait la même chose, et là, tout le monde disait, ah, formidable. Donc, bah, il faut se dire qu'on n'a pas forcément les mauvaises réactions, et il faut donner son point de vue. Donc moi, ce que je vais regarder, c'est l'écoute, le challenge positif, et puis les gens qui vont être courageux. On n'a pas parlé du courage. Je pense qu'il faut être courageux dans la vie, ou bien dans ses idées, ou bien dans ses points de vue. Parce que quand vous êtes dans un conseil, quelquefois, il y a des décisions qui sont difficiles à prendre et il faut tenir la ligne, il faut tenir la ligne. Donc, le courage est quelque chose que j'essaie de mesurer. Et quand on a échangé auparavant, vous m'avez parlé aussi de la personnalité. Ça me Oui, paraissait alors fondamental. la personnalité pour moi est fondamentale, mais la personnalité, ça ne se change pas vraiment. Moi, quand je recrute quelqu'un, je me suis toujours dit, est-ce que j'ai envie de travailler pour cette personne? Donc, chaque fois que je recrute, et je le fais encore aujourd'hui, euh, quelle- alors la personnalité, c'est ce que vous projetez, c'est les valeurs que vous avez, c'est votre histoire personnelle, c'est ça, et puis votre expérience professionnelle, évidemment. Il y a des gens avec qui j'ai envie de travailler, il y en a honnêtement avec qui j'ai moins envie de travailler, et c'est vrai que c'est une question de personnalité. Parce que la compétence technique, au bout d'un certain temps, on l'a.
On est resté dans son couloir, on a acquis un certain nombre de compétences. Donc après, c'est comment vous l'incarnez, comment vous vous projetez et quel est le fil conducteur de votre existence aussi. D'accord. Donc la compétence, on l'a et pourtant, certains peuvent douter ou certaines, peuvent douter en se disant: «Mais peut-être que le siège, il est trop grand pour moi, j'ai pas déjà fait ça, je connais pas le secteur». Il y a un doute. Oui, on peut douter, et je pense qu'effectivement, moi, quand j'ai pris mon premier siège dans un conseil d'administration, c'était chez Lafarge. Femme de quota, donc par définition, que je connaisse que je connaisse le secteur n'avait pas beaucoup d'importance. J'avais une compétence financière, je suis rentrée au comité d'audit. Et puis après, je suis rentrée au comité de rémunération et de nomination. C'est très intéressant aussi. Donc j'avais une expertise. Je connaissais pas le secteur. Il faut apprendre. Et puis il faut être honnête. Il faut dire, je connais pas le secteur. J'ai eu cette discussion-là avec François Pinault quand j'ai été interviewée. Je lui ai dit, écoutez, je suis une cliente et je l'aime en tant que consommatrice, mais je n'ai pas d'expérience. Et c'est évidemment, on ne pourra jamais avoir autant d'expérience que quelqu'un qui dirige une marque ou qui dirige une maison. Je pense qu'il faut apprendre, il faut être très humble et il faut passer du temps à apprendre le secteur. Mais votre compétence, qu'elle soit financière, RH, digitale, technologique ou de responsable de business, vous a appris des choses. D'accord et puis comme vous le disiez tout à l'heure, avoir des équipes autour, des personnes qui vont vous Absolument, aider, c'est absolument. fondamental C'est d'être fondamental. entouré. Bah, de toute façon, on ne peut rien faire seul et la complexité du monde aujourd'hui est encore, bah, je pense, plus difficile que ça ne l'était à mon époque. Donc, il faut des gens compétents autour de vous, des gens qui vont partager l'information. Le partage d'infos est très important. Les gens qui protègent leur territoire, ils ne pourront jamais gagner. Et on en rencontre encore malheureusement, mais de toute façon, ça aura des limites, mais ça peut être contre-productif au sein de l'entreprise. Donc, il faut avoir des gens qui ont moi, je dis toujours, je suis un chef d'orchestre, mais en technologie, en finance, en marketing, et je le disais souvent chez AXA, parce que j'avais une équipe de rêve, vous êtes chacun meilleur que moi. Je vois une question qui s'affiche, je vais la prendre si vous Oui, bien permettez, sûr. Véronique, à la volée, elle me paraît intéressante. Donc vous évoluez, je lis, hein, vous évoluez dans le monde du CAC 40 avec des jeux politiques et de pouvoir forts. Là, il y a un présupposé, vous confirmerez ou pas. Quelle est votre relation au pouvoir, aux jeux politiques? Considérez-vous que vous êtes sur une scène de théâtre nécessitant d'adopter des comportements différents de ce que vous êtes en dehors du travail? Pas du tout. Je pense qu'on se perd à vouloir être quelqu'un d'autre que soi. Oui, il y a des jeux politiques, je ne suis pas dupe, il y a des jeux politiques. Après, vous savez jusqu'où vous pouvez aller et ce que vous pouvez apporter. Hem, je me souviens, on m'avait dit: «Il faut faire des alliances avec un tel et un tel». Moi, je fais pas des alliances, alors peut-être que j'aurais dû faire des alliances, mais moi, je travaille avec des gens qui ont envie de travailler avec moi, parce qu'on a un projet et cetera. Je pense que se perdre en conjecture et en jeu politique, c'est perdre. Parce qu'il y en a qui font ça beaucoup mieux, et puis il y en a qui sont plus rodés peut-être à cet environnement-là. Voilà, il faut bien se dire effectivement que plus ça monte, plus ça souffle, et plus on est seul. Et puis de toute façon, il y a une pyramide, à terme, il y aura un patron. Donc, qu'est-ce que je peux apporter à cette personne et je pense il faut vraiment rester soi-même. J'ai vu trop de gens essayer de se transformer, ça paye pas beaucoup. Rester soi-même, ça veut dire bien se connaître. Ça veut dire bien se connaître, ça veut dire connaître ses limites surtout et Mmh. savoir là où on est bon et où on peut apporter et là où c'est même pas la peine d'aller parce que vous êtes pas, vous n'apportez rien et donc c'est presque une perte de temps parce que vous serez pas au niveau qu'on attend. Donc il faut savoir quelles sont ses compétences, avec qui j'ai envie de travailler, pour qui j'ai envie de travailler et faire avec ce kit-là. Et puis vous savez, au bout d'un certain temps, vous savez là où vous êtes bon, quelles sont vos faiblesses. Alors peut-être qu'on peut travailler sur ces faiblesses, mais je suis assez convaincue qu'on ne change pas vraiment en fait. Donc on s'améliore. Moi, j'essaie de faire plus je vais moins vite, même si et au début, ça m'a beaucoup contrariée parce que j'avais la réponse, je savais où il fallait aller, donc je le disais tout de suite. Et puis après, j'ai appris à ce qu'on appelle le slalom ou le zigzag. Il fallait un peu faire de zigzag, donc il fallait construire
avec des autres participants qui ne sont pas forcément dans votre division. Et puis, il fallait accepter de perdre du temps. Ça, je ne l'avais pas bien compris au départ. Qu'il fallait accepter. Ça peut être pénible en plus à accepter. Bah, c'est un peu difficile, mais je travaille encore dessus. Je travaille encore dessus, mais il faut accepter de perdre du temps. Et ça, je ne l'avais pas bien compris au départ. On a une autre, merci beaucoup. Je vous en prie. On a une autre question qui vient d'arriver sur les conseils d'administration. Donc, on a beaucoup de femmes ou d'hommes aussi qui viennent nous voir chez la Chacha ICO parce qu'ils ont envie de s'engager autrement et la piste de l'administration, des conseils d'administration en est une. Donc, la question, c'est avez-vous des conseils pour rejoindre les boards? Cela reste difficile d'obtenir un mandat malgré la motivation et la certification FAF Sciences Po ou d'autres. Alors, beaucoup, pour recruter des administratrices, beaucoup viennent des chasseurs de tête quand même. Alors après, vous avez toujours Pierre, Paul, Jacques et Jean qui ont un CV à vous faire passer, ou Jeanne, un CV à vous faire passer, qui pense que la personne est formidable, etc. Donc, même si on me propose quelqu'un comme ça, on le fait passer par le circuit du chasseur de tête. Les chasseurs de tête ont les mandats. Alors, et s'ils n'ont pas les mandats, à ce moment-là, ça ne se fait que par cooptation, donc le réseau est quand même compliqué. Donc moi, je crois à la possibilité d'ouvrir la porte d'un certain nombre de chasseurs de tête. Ils ont en général les missions. Il faut réussir à ce que votre nom arrive sur la liste. On a effectivement des listes assez longues. Ce qui est très agréable maintenant, c'est que on est quand même dans une deuxième étape. Donc, on renouvelle des postes à la fois pour des hommes et à la fois pour des femmes. Donc, les hommes se sentent moins exclus. Mais il y a des renouvellements. Donc, je pense que la piste des chasseurs de tête reste quand même la meilleure. Et en termes de profil, donc on évoquait votre parcours financier. À une époque, la voie royale, c'était quand même je suis directrice financière, je peux rentrer dans un board. Aujourd'hui, peut-être, compte tenu du fait que la RSE préoccupe toutes les entreprises, comment ça ouvre Alors, ça ouvre sur des profils RH qui sont encore pas nombreux, mais qui sont quand même très importants parce qu'il y a quand même, au niveau d'un conseil, il y a beaucoup de questions de rémunération et de succession plan. Donc ça, ça, c'est important. Tout ce qui est marketing digital, client, évidemment. Technologie aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enjeux de data, d'intelligence artificielle, même si c'est un peu des mots mis à toutes les sauces, ça va créer des appels d'air. On a bien évidemment le comité d'audit, mais il y a aussi comité RSE, comité stratégique. On cherche des gens qui peuvent avoir une expérience dans l'industrie, mais souvent, enfin, ou dans l'industrie, ou dans le secteur d'activité pour lequel on recherche. Donc, je pense les choses sont beaucoup plus ouvertes. On voit moins de financiers aujourd'hui parce que justement, on en a eu beaucoup. Donc, moi, je pense qu'il y a des ouvertures. Maintenant, c'est vrai que c'est plus difficile. C'est difficile de décrocher son premier conseil. Et ce qui n'est pas juste, c'est qu'une fois que vous en avez un, on va revenir vous chercher. Donc, c'est un peu la pénurie pour celles qui veulent ou ceux qui veulent rentrer pour la première fois. Et puis après, si vous connaissez Pierre, Paul, Jacques, Jean ou Marguerite aux Philippines, il faut le dire aussi. Il faut le dire à vos patrons. Il faut le dire à vos patrons que vous êtes intéressés. Souvent, quand on est dans un job opérationnel, on peut prendre qu'un conseil. Moi, c'est ce que m'avait conseillé Henri de Castres et je pense qu'il avait raison. Parce que c'est temps et il faut avoir du temps. Donc, un conseil, c'est bien. Vous en parlez autour de vous. C'est pareil, il faut dire on veut en faire partie. Alors, je sais que dans l'IFA, par exemple, a des listes de postes, il faut regarder un peu partout, mais je pense que le dire autour de vous, prendre contact avec des chasseurs, c'est quand même ce qui est le plus important. Merci beaucoup. On arrive au terme de notre rendez-vous, de notre interview. Nous avons encore plein de questions à vous poser, donc on va reprendre date. Absolument, avec grand plaisir. Je suis ravie. Je suis désolée de ne pas vous voir en vrai, mais j'espère que mon expérience est utile. Il faut se dire que chaque cas, chaque profil est important. Il faut se rendre compte aussi de ce qu'on est capable de faire et de ce qu'on veut faire. Donc, pas de pression. Soyez vous-même et puis demandez et tentez votre chance. C'est un peu ce que j'ai envie de dire en conclusion. C'est une très belle conclusion, donc je n'ajouterai rien.
Je pense que vous avez suscité des motivations et des ambitions et levé des freins, peut-être. En tout cas, on l'espère. Un grand merci. Merci à vous. Merci à vous pour votre invitation. Et votre engagement. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir à tous.